Les entretiens de l'ASFRA avec Mariana Larisson et Judith Revel. Mariana Larisson est docteure en philosophie de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Formée entre Buenos Aires, Paris et Sao Paulo, elle s'est spécialisée dans la tradition phénoménologique et en particulier dans la philosophie de Merleau-Ponty. Elle mène actuellement une recherche sur les possibilités d'une phénoménologie post-constitutive basée sur la notion d'institution. Elle est chercheuse indépendante au CONICET et professeure associée régulier à l'Université de Buenos Aires et à l'Université nationale Générale Sarmiento. Elle a publié, outre de nombreux articles dans des revues nationales et internationales, les ouvrages suivants: Lettres en forme, dialectique et phénoménologie dans la dernière philosophie de Merleau-Ponty, chez Mimesis en 2016, et Vers une nouvelle phénoménologie de l'institution, avec et au-delà de Merleau-Ponty, chez Zeta Books en 2023. Elle a également collaboré à d'importantes traductions vers l'espagnol, dont les cours de Merleau-Ponty sur l'institution et la passivité, parus aux éditions Anthropos entre 2012 et 2016. Judith Revel est professeure de philosophie française contemporaine à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et membre de l'Institut universitaire de France. Elle préside également le conseil scientifique de l'IMEC. Spécialiste de Michel Foucault, elle travaille en particulier sur les représentations de l'histoire après 1945 et sur la manière dont les philosophes ont pensé leur propre rapport au présent. Elle étend donc sa réflexion à des notions comme le diagnostic, l'actualité, l'événement, la révolte, le soulèvement, la transformation, la transition et plus récemment l'institution. De quelle façon et par quels mots peut-on dire ce qui nous arrive, ce qui nous traverse ou ce que nous mettons en œuvre? Elle s'intéresse également au rapport entre philosophie et historiographie et à la manière dont les philosophes se rapportent à l'archive et plus rarement aux archives. Elle tente aujourd'hui de comprendre la centralité de la référence aux pratiques dans la pensée contemporaine, au croisement entre la philosophie politique, l'esthétique et les sciences humaines et sociales. Ses derniers ouvrages parus, Foucault avec Merleau-Ponty, Ontologie politique, présentisme et histoire, chez Vrin en 2015, l'édition critique d'Inédits de Foucault sur la littérature, Langage, folie, littérature, chez Vrin en 2019, et la direction du volume Penser l'événement aux éditions du CNRS en 2023. Elle vient d'éditer pour la revue South Atlantic Quarterly chez Duke University Press un numéro monographique consacré à Merleau-Ponty, dont la sortie est prévue pour 2025. Donc une première question pourrait être, puisque nous avons des parcours philosophiques différents, Mariana, tu es phénoménologue, moi je ne le suis pas, mais je viens de la philosophie contemporaine. Comment est-ce que tu es arrivée à ce concept d'institution qui n'est pas le tien, puisque bien entendu il existe dans des discours d'autres, et en particulier dans la pensée de Merleau-Ponty? Comment est-ce que tu es arrivée à ce concept d'institution avant de comprendre ce que tu en as fait? Bon, en fait, ça vient d'une question qui est un peu préalable au livre, que c'était celle d'élaborer, mon idée c'était d'élaborer et de pousser les outils phénoménologiques pour comprendre un peu la vie subjective. Et pour comprendre la vie subjective et au-delà de la vie individuelle en première personne. Donc, comment faire, comment élargir le champ de la phénoménologie, pas seulement vers la vie sociale, mais aussi la vie politique, la vie subjective au sens plus large, la vie commune, on pourrait dire, commune aux vivants, commune aux autres. Et là, je rencontrais dans les cours de Merleau-Ponty des années 54-55 au Collège de France, vraiment les concepts pour moi précieux pour me lancer dans ce chemin-là. Et là, c'est les cours sur l'institution de la vie personnelle et publique et les cours sur la passivité qui lui est corrélatif. Là, j'ai trouvé vraiment des éléments précieux pour cette question. Donc, le livre que j'ai écrit, c'était
plutôt le prolégomène à la réponse à cette question, qui était celle de la possibilité et comment de faire une phénoménologie de la vie subjective depuis une perspective non individuelle et qui met en question même le point de départ dans la première personne. Et pour cela, il me fallait, à partir de ce texte-là, des éléments que le texte donnait, de faire un cadre phénoménologique pour cela, qui Merleau-Ponty mettait en jeu, mais qui n'explicitait pas forcément. Donc, c'est là que la notion d'institution trouve toute sa puissance pour moi, parce que lui, il se plonge dans ce type de phénomène. Son problème à lui, à cette époque, c'est de penser l'historicité du monde sensible même. Et lui, il met tous ces éléments en place et après, il part dans un autre sens. Après, il part vers une ontologie de la nature, de perçu, de sensible, et après. Et moi, justement, pour ne pas tomber dans ce chemin-là, je pense qu'il fallait faire les prolégomènes d'une phénoménologie de l'institution. Donc, je suis arrivée avec cette perspective merleau-pontienne qui est celle de la phénoménologie génétique dans ce texte-là. Donc, une traduction qu'il fait de la notion de Stiftung husserlienne qui est relative aux formations culturelles et spirituelles au sein d'une communauté, d'une tradition. Et lui, il la synthétise d'une certaine manière avec la tradition française de la pensée du social, de la sociologie, de l'ethnologie, de l'anthropologie, mais aussi de la théorie du droit, de la pensée juridique du social, disons. Il fait avec ça un champ de travail extraordinaire pour penser justement ce phénomène de la vie subjective qui ne relève pas d'un individu pris à la première personne, d'une conscience constituante, que c'est le concept qui l'oppose à celui d'institution. Et il arrive donc à penser une vie subjective qui est une vie qui à travers de certaines opérations, qui sont les opérations d'institution, des donations de sens. C'est là qu'il trouve son noyau phénoménologique. Si la constitution dans la tradition phénoménologique, c'est la donation de sens et d'une conscience absolue vers les phénomènes qui lui sont relatifs, l'institution, c'est une opération de donation de sens qui est en même temps instituante et instituée. Donc on retrouve une historicité dans plusieurs niveaux de la vie subjective qui est, si est une vie individuelle, il est en tant qu'un processus d'individuation de plusieurs registres simultanés qui se retrouvent dans cette opération qui est celle instituante et instituée en même temps. Et je pense qu'on se retrouve dans les problèmes de l'histoire, là, non? Oui, parce que ce que tu dis, alors ça appelle immédiatement une question et que je vais tout de suite poser, mais d'abord, après, je voudrais dire deux choses sur l'histoire. La question que ça appelle immédiatement, c'est de savoir si, en essayant de comprendre ce qui peut caractériser ou fonder une vie subjective non individuelle ou depuis une perspective non individuelle, tu as insisté 2 fois de suite sur la chose, qui est effectivement ce que dit Merleau-Ponty dans les résumés des cours quand il dit « institution, ça n'est pas constitution » parce que constitution peut être rabattue ou est spontanément rabattue sur la dimension d'une conscience. Alors la question immédiatement qui est appelée par ça, moi je ne suis pas phénoménologue, toi tu l'es, c'est est-ce qu'on est encore dans de la phénoménologie ? Ce qui est en réalité déjà, me semble-t-il, une question que se pose Merleau-Ponty lui-même à propos de ses premiers travaux, en particulier à partir de la référence à la phénoménologie de la perception, dans ce texte inédit qui a été publié, qui a été remis à Guéroult pour la candidature au Collège de France en même temps que les titres et travaux, où il dit... il est sur le bord. Alors, la question que je vais te poser, à laquelle j'aimerais que tu me répondes, mais je dirais aussi 2 choses avant, c'est est-ce qu'on est encore dans la phénoménologie ou est-ce que finalement la question importe peu ? Est-ce qu'on est dans une redéfinition du projet phénoménologique
ou de l'enquête phénoménologique, ou est-ce que, encore une fois, la question importe peu, et est-ce que l'enjeu est celui-là ou pas? Alors, moi, les choses que je voulais dire, c'est simplement des choses très simples. Moi, je viens de la philosophie contemporaine et de la philosophie politique, et je suis arrivée à Merleau-Ponty à partir d'une question qui se posait sur un autre auteur qui doit beaucoup à Merleau-Ponty, contrairement à ce qu'il dit, enfin pas tant contrairement à ce qu'il dit parce qu'il le dit lui-même, de manière explicite à la fin de sa vie, qui est Michel Foucault, qui a beaucoup pratiqué l'invalidation commune Sartre et Merleau-Ponty, et puis qui, en même temps, dans les tout derniers textes qu'il donne, quand il revient sur son parcours philosophique, dit « Je me souviens parfaitement bien du cours sur Saussure que Merleau-Ponty a donné en 1949, etc., et qui en fait un des éléments déterminants de son parcours. » Alors, c'est pas pour ce plaisir-là de citer Foucault que j'en parle, c'est simplement parce que se pose pour Foucault une question dont moi j'ai retrouvé l'élaboration chez Merleau-Ponty et qui me semble fondamentale, la question, mais qui me semble aussi devoir beaucoup à ce que Merleau-Ponty en dit, et qui est la question de savoir, je vais le dire dans des termes volontairement très tranchés, caricaturaux et d'une grande banalité, donc pas des termes techniques, comment est-ce que de la nouveauté peut s'instituer en histoire? Parce que finalement, dans tous les textes de Foucault, on parle de phénomènes d'émergence, naissance de la clinique, naissance des sciences humaines, etc. etc. Et la question de ce qui fait basculer une épistémée, pour reprendre un vocabulaire foucaldien, dans une autre, ou un système de pensée ou dans un autre, c'est finalement la question de savoir comment est-ce que de la transformation et de la nouveauté s'instituent en histoire. Or, c'est la question que se pose Merleau-Ponty entièrement. Moi, j'ai eu l'impression, c'est pour ça que Saussure m'intéresse, et c'est pour ça que à la longue liste des champs que tu mentionnais tout à l'heure, le droit, la philosophie sociale, etc., moi, je rajouterais aussi la philosophie du langage et la linguistique. La question, elle est comment est-ce qu'on peut, à partir d'un réservoir de signification disponible, pour reprendre l'expression merleau-pontienne dans le langage indirect, faire quelque chose comme une invention. Parce que cette question-là, si on arrive à la formuler à partir de la question du langage, Saussure, de la question de la littérature, de la question de la peinture, donc dans un registre d'esthétique, si on arrive à la formuler et à expliquer ce qui se passe, alors on peut peut-être, et c'est finalement ce que Merleau-Ponty dit dans la préface de Signe, décaler ces analyses en direction de la politique, en direction du monde social. Et moi, ce que je cherchais et ce que je continue à chercher, c'est une matrice pour penser la nouveauté, ce qui permet d'analyser des phénomènes d'institutions de nouveauté dans le domaine du social et du politique, c'est-à-dire dans le domaine de l'histoire. Alors, une fois que j'ai dit ça, moi, je suis tombée sur le cours 54-55, sur le cours sur l'institution, et je me suis dit, c'est exactement, le concept d'institution vient répondre à cette question-là. Sauf que ce concept d'institution, même s'il est dans la vie personnelle et la vie publique, il fait de cette vie personnelle, et malgré ce qu'il en dit, quelque chose qui n'est pas, ou qui n'est pas seulement de l'ordre de la conscience individuelle. Et je reviens à ma question. Est-ce que finalement, une analyse qui dit rien n'est réductible à de la conscience individuelle, alors on peut l'interpréter comme on veut, et c'est ça que j'aimerais moi te poser comme question. On peut dire le non individuel, c'est quelque chose qui implique par exemple toujours de la relation, ce que je pense très central dans la pensée merleau-pontienne. Ça peut être aussi ce qui se passe à la hauteur de phénomènes historiques, d'institutions et de sédimentation, qui ne relèvent pas, par exemple, de la décision ou de la volonté, et donc par définition aussi de l'intentionnalité. Alors, ma question, elle est double, tu vois. Elle est, est-ce que c'est encore de la phénoménologie? Est-ce que ça redéfinit quelque chose comme un nouvel espace pour la phénoménologie ou un nouveau projet phénoménologique? Quel type de philosophie c'est? Et quand tu disais tout à l'heure, il faut penser d'historicité, ce avec quoi je suis tout à fait d'accord, c'est-à-dire qu'il faut penser les phénomènes de dépôt
de l'institution, hein, l'instituant qui se fait dépôt et qui devient un ensemble de déterminations qui caractérise une époque donnée, donc une institution qui rejoint l'équivalent de ce que Merleau-Ponty appelait le réservoir des significations disponibles pour le langage, le réservoir des déterminations disponibles ou présentes. Tout ça, d'accord, mais quand tu disais, une fois que j'ai repéré ça, je me suis dit, Merleau-Ponty a placé tous les éléments et puis il a bifurqué vers autre chose, as-tu dit. J'ai noté la chose. C'est-à-dire vers la nature, vers l'ontologie, etc. Et ma deuxième question dans la question, elle serait, est-ce que c'est autre chose? Ou est-ce que finalement poser la question d'une ontologie, par exemple relationnelle, ou d'une ontologie dont il dit beaucoup de choses à la fin, alors pas seulement dans les cours, mais dans le visible et l'invisible, où c'est tout le temps là, mais le thème de l'historicité est tout le temps là aussi, l'hyperdialectique est tout le temps là aussi, dans les notes de travail. Est-ce que c'est pas aussi quelque chose comme... alors c'est peut-être ma déformation foucaldienne, hein, comme une ontologie paradoxalement très historique, très immanente, très hyperdialectique, mais pas du tout dialectique, au sens où c'est pas du tout... Il n'y a pas de synthèse, c'est une dialectique en permanence réouverte, très Lukács, bizarrement. Absolument. Et donc, est-ce qu'il va vers autre chose ou est-ce qu'il essaie de se donner les moyens de penser ça? Bon, je l'ai dit tout de suite la dernière, quand je dis qu'il va en autre chose, je veux dire qu'il passe d'une phénoménologie explicitement considérée comme phénoménologie à une ontologie. De toute façon, cette ontologie, je pense qu'il reste phénoménologique dans un certain sens, dans une ontologie phénoménologique, si on veut, dès le moment où le sens de l'être de cette ontologie, c'est le sensible, qui est la chair, si on veut, comme sa dernière figure. Chose qui renvoie de soi au sujet et à l'objet. D'une certaine manière, l'ontologie qu'il pense, c'est une ontologie relationnelle, comme tu dis, parce que le sens d'être de l'être, il est une réversibilité originaire, pour le dire rapidement. Sauf que, je crois, le fait de poursuivre cette recherche dans une ontologie, pour moi, je veux dire, pour mes propres inquiétudes, Claude, d'une certaine ferme les problèmes dès le moment où il donne un sens d'être à l'être. Et pour moi, la position phénoménologique dans ce sens-là laisse ouverte la question, laisse ouvert le sens de l'être. Elle ne se pose pas comme problème le sens de l'être, mais comprendre dans l'expérience ce qui relève de processus qui les donne forme, des invariantes de ce processus comme processus. Donc ça, d'une part, c'est pas que tout, d'une certaine manière, il va au fond de ces questions. Je crois, il comprend, pour penser l'histoire, il faut penser la nature, sinon on s'en sort jamais. C'est notre idée d'histoire, celle qui vient des philosophies de l'histoire qui l'intéressent à lui particulièrement, du marxisme ou de Hegel, elle reste attachée à une certaine idée de la nature qui est objectiviste comme le reste de la tradition moderne. Donc il faut s'en sortir de là, il faut penser autrement la nature pour pouvoir aussi penser autrement l'histoire. Mais ça, c'est le parcours de Merleau-Ponty. Moi, je crois que, pour moi, c'est plus intéressant de rester dans la question et non pas dans la décision sur l'essence, qui est un peu la sienne. Après, sur la première question, si ça, c'est encore une phénoménologie, oui, je pense que oui, sauf qu'il faut s'entendre sur l'essence de cette phénoménologie. Parce que Merleau-Ponty, parfois c'est un défaut des lectures merleau-pontiennes parce qu'il à mon avis, n'explicite pas tellement justement ses racines, parce que ça ne l'intéresse pas non plus. Mais moi, je retrouve à chaque moment de l'œuvre de Merleau-Ponty une façon de comprendre la phénoménologie, qui est à peu près toujours la même, sauf que depuis différentes perspectives. Ce n'est pas la même en phénoménologie de la perception, ce n'est pas la même dans les textes des années 50, ce n'est pas la même dans les projets de visible et l'invisible, mais je crois, comme je disais, qu'il y a encore là une façon de faire de la phénoménologie, à travers l'ontologie, par exemple. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que la phénoménologie pour Merleau-Ponty, telle que moi je le vois, non? D'une part, c'est une certaine manière de penser
l'objet de la phénoménologie. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Pour la phénoménologie classique et husserlienne, faire de la phénoménologie, c'est arriver à rendre compte des processus de constitution de la phénoménalité. Processus qui a sa place à travers des actes constituants dans les domaines de la conscience, qui est pour cela une conscience constituante. Sauf qu'il a là tout un paradigme de la constitution, dont on peut revenir après, mais Merleau-Ponty, depuis le début, depuis Phénoménologie de la perception, il essaye de penser ce même processus de donation des sens en dehors du format constituant au sens husserlien du terme. Donc, c'est pour ça que le sujet pour lui, dans la phénoménologie de la perception, le sujet des donations des sens, c'est la corporalité. La corporalité consciente, la conscience incarnée, mais c'est cette vie subjective qui, c'est la corporalité vécue, donc pas la conscience, et qui nous permet de voir déjà, et ça c'est une chose que j'essaie de montrer comme passage dans les premiers chapitres du livre, comment quelque chose qu'on retrouve après dans les cours sur l'institution est toujours, et depuis le début, dans cette façon de penser la corporalité comme une simultanéité d'historicité différente, d'une vie pré-personnelle qui est même impersonnelle, qui est assumée, et même sans le savoir, pour la vie subjective personnelle, qui a à sa fois une dimension personnelle non consciente, que la vie de nos habitudes et de notre comportement non conscient, notre vie consciente. Donc on a un organisme que c'est presque impersonnel, on a une histoire qui est la nature elle-même, qui vient en nous à travers notre vie organique, notre vie du corps préconscient. Mais tout ça, c'est nous. Et tout ça joue, et tout ça, ce qui fait du sens. Et qui, en même temps, est toujours quelque chose déjà institué, entre guillemets. Donc, le sujet de la phénoménologie n'a jamais été pour lui la conscience, la conscience consciente, disons. Et lui, il rejoint là un certain Husserl, parce que la vie passive de la conscience, c'est quelque chose que Husserl a poussé très loin lui-même. Mais avec d'autres, mais ce qui fait Merleau-Ponty, qui n'est fait d'une certaine manière Husserl, c'est penser cette corporalité au-delà du partage entre les corps esthesiologiques naturels, naturalistes, et les corps personnalisés de la vie de l'esprit. Ces partages que chez Husserl, il est là toujours, chez Merleau-Ponty est déjà dépassé. Donc, le sujet n'a jamais été la conscience constituante, mais quand même, dans la phénoménologie de la perception, ça reste le vocabulaire. Ce qui change pour moi dans les cours sur l'institution, c'est qu'il abandonne la notion de corporalité. Donc, pour penser la vie subjective, il abandonne même la notion de corporalité consciente. Donc, il peut penser une vie subjective comme vie personnelle, et c'est la première phrase du cours, qui pour moi était frappante. Ensuite, après le sujet, après ce que l'objet de la phénoménologie, donc ce type de processus qui s'oppose à une idée de la donation des sens comme constitution du sens, donc objectivation aussi, donc rapport vertical, pour en dire, entre une conscience absolue et des phénomènes relatifs, devient un certain processus dont le sujet n'est qu'un vecteur, disons, comment dire, c'est lui qui fait de tout ça quelque chose de soi, mais pour lequel est en même temps dépassé tout le temps. Et finalement, une question méthodologique, pourquoi c'est encore de la phénoménologie? Parce que l'époque qui pratique Merleau-Ponty, l'époque qui définit d'une certaine manière pourquoi on est un régime phénoménologique ou pas, pourquoi on ne fait pas une phénoménologie ou une philosophie tout court dans un autre sens, c'est parce que ce qu'il met entre parenthèses, ce n'est pas comme chez Husserl, notre monde de la vie, disons, ou notre attitude naturelle envers le monde comme un monde donné indépendamment de nous.
c'est ça qui suspend Husserl et la phénoménologie classique. Lui, il a toujours montré l'impossibilité de faire cette réduction. Donc, que notre lien au monde, la fantaisie d'avoir un regard pur par rapport au phénomène, théoriquement pur, ça n'a jamais pu exister. Ce que par contre on peut faire, c'est mettre entre parenthèses les préjugés théoriques par rapport à notre expérience. Donc, les préjugés de la philosophie, des sciences par rapport à la façon dont on éprouve son corps propre. Et de même, dans le cas des phénomènes d'institution, moi je crois que l'époque qui est mise en place là, c'est celle justement des discours théoriques, des discours disciplinaires autour de ce type de phénomènes d'institution qui sont dans chaque cas des discours particuliers, les discours de l'embryologie, les discours de l'éthologie, les discours de la psychanalyse. Donc si on prend ce type d'historicité qui nous traverse, qui sont simultanément tous notre histoire, et qu'on reprend à chaque pas, qui nous institue en même temps que nous instituons un sens, si on met entre parenthèses, on voit qu'est-ce qui sont ces phénomènes-là à travers l'expérience dans sa façon la plus réglée, qui est la science aussi, comme on le fait à travers l'art, à travers la littérature, à travers la peinture. On retrouve l'expérience pas que dans la perception, dans différentes façons d'exprimer le monde. Mais dans tout ce type d'expression, il y a toujours quelque chose à mettre entre parenthèses, c'est-à-dire la façon d'interpréter cette expérience et non pas de la faire, de l'interpréter. Et ça, c'est toujours du registre disciplinaire, pour en dire. Et lui, il fait ça. En faisant cette époque, il découvre, pour moi, et ça c'est l'un des grands que j'ai essayé de montrer beaucoup dans les livres, on se retrouve avec une nouvelle façon de penser la temporalité elle-même, qui va contre toute la tradition, c'est-à-dire contre la tradition philosophique déjà, et particulièrement, c'est-à-dire de penser la temporalité comme un mouvement successif et intériorisé tout au long de l'histoire, depuis Aristote jusqu'à Husserl, la façon que la philosophie a eu de penser la temporalité, c'est aussi une façon de la faire intérieure, de la transformer, intérioriser. Donc on voit ça chez les passages que fait Augustin de la temporalité aristotélicienne, c'est vraiment le passage à penser la temporalité comme une dimension, ou la dimension propre de notre âme. Et on le voit dans les processus à chaque fois plus large où on fait ça. Si on met entre parenthèses tout ce qu'on suppose du temps en regardant les phénomènes d'institution, on voit par contre une transtemporalité originaire, une façon de comprendre le temps qui est un rapport complètement simultané des temps, où le futur il est déjà inscrit dans un passé qui en même temps devient un présent nouveau, justement parce que tout ce qui peut avoir de nouveau, c'est d'une certaine façon ouvrir ce qui était dans l'institution originaire, ce qui était là, mais qui n'était pas développé ou qui était juste mis comme une possibilité, jamais exploré. Mais d'une certaine façon, il y a de la nouveauté à partir de cette structure, et en reprenant ta question, la nouveauté, elle est toujours une réinstitution du sens. Il n'y a jamais une création pure, mais réinstituer, c'est déjà faire de nouveau. Les grands changements, je pense, dans ce schéma-là, c'est pas par ça que quand il veut penser la réinstitution du sens, il pense à la révolution. Donc c'est la dimension politique qui vient donner la figure de qu'est-ce que ça veut dire réinstituer un sens. C'est jamais que de la nouveauté, mais en même temps, c'est redéfinir un champ d'expérience où toutes les temporalités sont là en même temps en train de se battre. Après, il y a une certaine normalisation. Ici, la révolution, si ce changement était vraiment une réinstitution, donc l'essence de toutes les institutions qui sont là-dedans change. Mais en même temps, elles ne sont jamais complètement nouvelles.
ces institutions. C'est jamais complètement nouveau ce sens. Et en même temps, c'est une possibilité que peut-être une nouvelle détermination du sens qui était une possibilité même des premières institutions. Donc il y a toute une possibilité de rencontrer à partir de cette phénoménologie des processus qui ne sont pas empiriques, mais qui sont des processus inhérents à l'historicité elle-même. Et donc, un a priori historique dirait Husserl, dirait aussi peut-être d'autres philosophes, mais non. dans le sens... Non, mais chez Husserl, ça veut dire une certaine légalité du processus. Et, qui vient comme quelque chose qu'on peut voir dans l'expérience elle-même, pas imposé au sens kantien à l'expérience, non? Et bon, voilà, j'ai dit beaucoup de choses. Je sais pas. C'est plein de choses. Je pense qu'il y a... Bon, on voit ce que la pensée merleau-pontienne et toi, commentant Merleau-Ponty, en réalité, vous... il doit, et tu le montres très bien à Husserl, et quand tu me parlais tout à l'heure d'une phénoménologie génétique, tout le travail autour de la notion de Stiftung que tu reprends et toute la manière dont tu déploies les racines et les variations autour de ce concept-là sont passionnantes. Après, il y a la dette à l'égard de Husserl, et puis il y a le passage au-delà. Ça ne veut pas dire... au-delà est une mauvaise expression, mais il y a le passage dans une autre direction qui est effectivement la manière dont Merleau-Ponty, tu le disais il y a un instant, se décroche de l'idée de conscience constituante et passe au-delà. Alors, il y a un moment tout à l'heure, tu as dit invariant. Je ne sais pas si... Moi, j'avais en tête schéma corporel, mais je ne sais pas si tu serais d'accord. Ce n'est pas exactement la même chose, parce qu'invariant, on a quand même l'impression que c'est des effets de structure, alors que dans le schéma corporel, il y a quand même l'idée qu'on est d'une incarnation, précisément. Alors, moi, j'ai plein de questions. La première, elle porterait sur cette chose très passionnante que tu repères et qui est la simultanéité. Et tu as dit, finalement, simultanéité des historicités, historicités différentes, c'est précisément ce qui permet, paradoxalement, de revenir à une figure du sujet qui ne soit pas une figure de la conscience individuelle. Et ça se stratifie, et donc il y a l'historicité de l'embryon, il y a l'historicité de... etc. etc. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que tu as mobilisé ce terme d'historicité qui, moi, m'intéresse énormément à de très nombreuses reprises, et puis tu es revenu au temps. Et la première question que moi j'aurais, elle serait celle-là. Est-ce que dans le geste de Merleau-Ponty ou dans le décalage qu'il impose, il n'y a pas deux choses à l'égard de la phénoménologie. Il y a une première chose qui serait, par rapport à Husserl, ne pas avoir la même représentation ou modélisation de l'histoire telle qu'on peut la retrouver dans la Crisis, par exemple. Le modèle d'histoire dans la Crisis, il est encore extraordinairement téléologique. Donc, il n'y a plus rien de ça chez Merleau-Ponty, ou je pense à la conférence de 1935. Donc, il y a vraiment quelque chose comme une volonté de penser l'ouverture de l'histoire, ou la réouverture, ou quand tu disais réinstitution de l'histoire, sans télos final. Mais on parle d'histoire, et donc il y a un premier décalage, et puis il y aurait un deuxième décalage, et qui serait précisément qu'il ne parle pas de temps. Et là, tu vois à quoi je me réfère peut-être. Moi, je ne trouve rien, même s'il est là, et il est là, me semble-t-il, comme un horizon dont il faut tenir compte et dont, contre lequel on parle. Là, c'est toi qui dois me dire si moi je lis de travers. Tu dis jamais Merleau-Ponty dans les cours. C'est Heidegger. Non, c'est de manière générale. Moi, j'ai l'impression que le décalage, il est aussi du côté heideggerien, parce que l'historicité, elle n'est pas seconde par rapport à la question du temps, alors qu'elle l'est chez Heidegger. Donc, moi, j'ai vraiment l'impression que la question de l'historicité chez Merleau-Ponty, elle est tout entière première, et elle est première parce que... Enfin, je ne sais pas, je relisais récemment pour autre chose des pages de la phénoménologie de la perception où il y a cette
il y a cette description de la... Alors, j'ai pas le texte sous les yeux, mais du schéma perceptif et du schéma corporel. Et il y a référence à la naissance. Et nous sommes tous comme une naissance continuée, comme une page blanche dont on ne sait, je cite de mémoire, ce qu'elle écrira. Voilà. Et ça n'a rien à voir avec la question du temps. Ça a à voir avec la question de l'histoire, me semble-t-il. Donc, ma question, elle est, est-ce qu'on peut aussi facilement passer de ce que tu appelles simultanéité de l'historicité, je suis tout à fait d'accord, je te suis, comme caractérisation d'une institution qui elle-même redéfinit la stature du sujet indépendamment ou autrement que comme question de la conscience constituante, et puis repasser, comme si c'était synonyme, sur la dimension du temps. Et alors, ça, c'est ma première question. Je te dis ma deuxième question. Mais elle est liée aussi à ça. Moi, je pense qu'il y a un caractère primaire de la question de l'histoire chez Merleau-Ponty. Quand tu disais... en fait, il va se servir de ça. Il va pour penser, par exemple, la Révolution. C'est pas vraiment la question de la création, mais c'est la question de la réinstitution sur le modèle de l'institution du sens, qui est une réinstitution du sens, etc., etc. Dans les aventures de la dialectique, il y a une définition de la Révolution comme création continuée. Et ça ne veut pas dire que création, c'est totalement ex novo, mais ça veut dire que précisément, nous n'avons pas à choisir entre un système de détermination, je vais parler en philosophe qui s'intéresse à l'histoire et pas en phénoménologue, nous n'avons pas à choisir entre un système de détermination et encore moins en une description de ce qui est comme déterminisme saturé, d'un côté, et liberté absolue de la conscience, du sujet, etc. etc. Bon, c'est pas Sartre, quoi. On peut le dire de manière un peu à la hache. Précisément parce que ce qu'on cherche, c'est pas une troisième voie, ni l'une ni l'autre chose, c'est-à-dire ni les déterminations saturées, ni la liberté totale de la conscience agissante, et voilà. Ce qu'on cherche, c'est pas une troisième voie, ce qu'on cherche, c'est à penser l'une et l'autre chose en même temps. Et moi, j'ai toujours eu l'impression que des termes qui, moi, me fascinent dans le vocabulaire conceptuel merleau-pontien et que j'utilise peut-être à tort et à travers depuis ma propre position, je ne sais pas, épaisseur, empiètement, réversibilité, ça disait en réalité chiasme. Ça disait en réalité la tentative, et je crois la nécessité, en tout cas pour moi, de penser l'une et l'autre chose à la fois. Mais l'une et l'autre chose se pensent dans l'histoire, pas dans le temps. Je comprends où se trouve, je pense, un malentendu là, qui est, je suis totalement d'accord, pour lui, la question, c'est l'histoire. Ce qu'il essaye de penser, c'est l'histoire, pas le temps en soi et pour soi. Mais ça n'empêche pas que, pour le faire, et c'est là le côté phénoménologique peut-être, qu'il ne le veuille pas, il met en jeu une certaine idée du temps. Et le problème de la phénoménologie de la perception était précisément la troisième partie, dont la question du temps pensait encore sur les modèles de la constitution, de la conscience absolue constituante du temps, détachée justement du processus qu'elle constituait, et donc absolu et pur. Et là, c'est l'un des grands problèmes de texte qu'il a, à mon avis, compris. Donc, quitter les paradigmes de la conscience, c'était aussi quitter cette façon de penser la temporalité. Donc, peut-être de ne pas la placer au premier rang, parce que ce n'était pas non plus son question de départ, mais au long du texte et au long du problème de l'historicité, il y a quand même cette question fondamentale qui est quelle est la légalité qui cherche ce type de processus. L'égalité entre guillemets, non, dans ce sens très husserlien Et donc c'est là que une autre façon de penser la temporalité émerge par le passage même. Et il le dit dans ces termes-là, il y a une transtemporalité originaire d'empiètement, si tu veux, latéral, des rapports latéraux entre les temps. Et en fait, le terme transtemporalité originaire sort
apparaît dans les aventures de la dialectique, justement, quand il pense les moments où ça se produit, cette rencontre ou des subjectivités qui prennent en main une cause commune, un moment, son propre histoire, comme une histoire commune. Il y a cette idée de la transtemporalité originaire. Donc, ce qui m'intéressait, c'était de voir, et là on rejoint le problème de l'invariante, que je n'arrive pas à savoir comment tu l'entends, mais pour moi, très entraîné dans le monde husserlien, c'est vraiment ce qui, chez la phénoménologie, c'est la fidélité la plus forte envers les phénomènes, qui est jamais imposer une idéalité qu'on ne trouve pas dans les phénomènes eux-mêmes. Donc, l'invariante, c'est l'essence des phénomènes, mais comprise comme ce qui nous fait voir dans toute pluralité des phénomènes quelque chose comme un sens. C'est le sens compris de cette manière-là. Donc l'invariante, si on veut, c'est ce qui fait que structure, c'est un peu un mot étranger à la phénoménologie, mais c'est le sens compris comme ce point qui nous fait dire oui, ça c'est ce phénomène-là et pas un autre. Mais c'est pas quelque chose d'imposé au phénomène, tu vois ce que je veux dire. Donc c'était cette comment penser une historicité qui soit qui soit en simultané des temporalités pour une vie subjective. Bon, ça précise, ça appelle une structure de la temporalité, non pas comme quelque chose qui vient s'imposer au phénomène, non pas comme un problème détaché des phénomènes, mais justement comme quelque chose qui surgit de phénomènes une fois que on n'essaye pas à le penser sur les modèles traditionnels de la succession, de l'un après l'autre, et même de l'extaticité, parce que là, il y a dans l'idée même de simultanéité, les traits de l'espace, pas de la temporalité. Les traits essentiels de l'espace. Donc, penser une temporalité qui soit simultanée, c'est aussi penser bien en deçà d'une séparation même de temps et espace. Donc, voilà, moi je pense qu'il y a une puissance très grande de ce type d'analyse pour penser des concepts, pour penser ce qui organise en même temps d'une façon métaphysique toute la description, parce qu'on ne le veuille pas, il y a toujours une métaphysique derrière. Alors, là, je ne suis pas sûre qu'on soit d'accord, mais mais oui. Oui, parce que pour relancer, pour moi, ce qui organise est une question indépendante et peut-être pas tout à fait nécessaire par rapport à ce qui apparaît, à ce qui est. Alors moi, j'avais une autre question encore, et puis après, je voudrais te poser des questions sur ce que tu fais toi aujourd'hui de Merleau-Ponty, puisque le livre est à la fois l'institution chez Merleau-Ponty et Masacha, au-delà. Et donc avant de savoir ce que tu en fais aujourd'hui, à quoi ça te sert, quel type d'ouverture de questionnement tu effectues à partir de ça, là aussi, bon, la question elle est très simple. On a parlé l'une et l'autre, et je pense que c'est un thème qu'on a en commun, mais c'est un thème qu'il revendique lui-même. On a parlé d'ouverture de l'histoire, hein, et cette ouverture, je pense qu'il faut la caractériser. Moi, c'est une question autour de laquelle je tourne beaucoup. Alors, je peux le faire à partir du vocabulaire merleau-pontien, ce qui déjà est compliqué. Par exemple, qu'est-ce qu'il appelle, ou quel est le statut de l'indétermination ? Quels sont les statuts, et on sait qu'il y en a au moins deux, une bonne et une mauvaise, de l'ambiguïté, et quelle est la nécessité à la fois de l'indétermination et de l'ambiguïté, etc., etc. Et est-ce que ça sert à penser l'ouverture ou pas ? Mais cette ouverture, indépendamment du vocabulaire merleau-pontien, elle pose des questions. Tout à l'heure, je t'entendais parler, et tu as dit, à propos de la création continue, etc., il y a toujours des possibilités. Et moi, j'ai toujours été fascinée dans les notes de travail du visible et l'invisible par le caractère farouchement anti-aristotélicien et revendiqué. Il faut défaire les catégories aristotéliciennes, etc. etc. Bon, enfin, il ne le dit pas comme ça, mais il dit qu'il faut penser indépendamment d'identité et contradiction. Enfin, il y a toute une série de... Et je me disais, est-ce qu'il est correct de penser en termes de possibilités,
ou est-ce qu'on ne va pas retomber sur quelque chose qui, en réalité, limite ce qui pour moi est extraordinairement fascinant chez Merleau-Ponty, c'est-à-dire l'idée qu'il y a un surgissement, et un surgissement qui excède les déterminations de départ, qui ne les nie pas, qui les enregistre, qui les décrit, qui les analyse, et en même temps qui déborde. Hein. Et donc, ça fait peut-être partie d'un bout de réponse sur qu'est-ce que tu vas faire à partir de tout ça. Mais moi, ce qui me vient spontanément, c'est l'idée d'une puissance qui excède. Pas d'une puissance qui demande à être réalisée en acte, mais d'une... voilà. Et la question de l'ouverture, je pense que moi, quand j'ai pensé ça, je l'ai toujours pensé par rapport à la téléologie. Donc, peut-être je me trompe, hein, mais en t'écoutant, je me rends compte que pour moi, la question était si on pouvait sortir de la téléologie, de l'idée d'une téléologie du sens, donc l'ouverture était faite. Non, la possibilité de nouveau était faite pour l'effet même de ne pas être sous régime de téléologie. Donc, et du coup, c'était cette transtemporalité, cette façon de penser l'historicité sans téléologie et en même temps complètement prise dans plusieurs niveaux. Mais en même temps, c'est pas parce qu'on n'est pas sous régime téléologique, comme tu dis, j'aime bien l'expression, que l'ouverture est donnée. Je veux dire, c'est pas parce qu'on échappe au langage prosaïque qu'on réalise quelque chose comme une expression. C'est pas parce on dit pas passe-moi le sel qu'on est Stendhal. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose qui me semble manquer. Là, je donne un exemple qui est un exemple du point de vue du langage, mais du point de vue de la philosophie de l'histoire, c'est pas parce qu'on est... Là, je pense que j'ai toujours été persuadée que la prise de position anti-cogévienne était drastique. C'est pas un hasard s'il a assisté au séminaire de Kojève. Donc, c'est pas parce qu'on sort de l'orbite cogévienne, pour le dire de manière un peu tranchée, et qu'on fait sauter le télos, qu'on rend raison... Je pense que l'histoire ne se limite pas en réalité à un enregistrement qui n'a pas nécessairement de télos, mais qui mais voilà. Tu sais quoi, moi je pense que tu as tout à fait raison, que d'une certaine manière, il y a, peut-être j'ai dit une chose là un peu grande, mais peut-être il y a là un problème de la phénoménologie elle-même et de ma façon phénoménologique de penser, qui est justement parce qu'on est en régime de description, parfois on n'a pas besoin de répondre à la question de comment on fait. Comment on fait. Ouais, donc, parce qu'on ne fait que décrire ce qui est fait. Donc, on peut dire comment la géométrie non euclidienne, ils sont nés des géométries euclidiennes, mais le geste, on peut le décrire de cette façon-là, de retrouver le nouveau dans une possibilité de l'institution originelle, comme une autre possibilité, comme un réinvestissement de sens, n'arrive pas à répondre vraiment à la question. Et là, je pense que tu as raison. Tout à fait raison de remarquer ça. J'ai pas raison, mais je pense que si on veut faire le saut qu'il essayait de faire, parce que moi je suis persuadée qu'il essayait de le faire, vers la politique, vers une réflexion politique, mais je pense que c'est vraiment la même réflexion. On ne peut pas ne pas se demander comment on fait. Oui, voilà. Je suis d'accord. Et c'est la question du geste aussi, tu vois. Oui. Mais la question, encore, je pense qu'on peut ramener ces problèmes à tous les niveaux de la description, parce que on peut dire comment la poésie fait naître un sens qui n'existe pas auparavant dans le monde. Mais pourquoi on fait ça? Ça ne le répond pas, d'une certaine manière. C'est pas la question qui guide la description. Pourquoi, c'est comment. Je pense que c'est ça qui est... Je pense que c'est pas nécessairement la question du pourquoi, c'est la question du comment. C'est pour ça que moi j'ai toujours pensé que les textes sur la littérature et sur la peinture étaient si troublants. C'est qu'on y voit à la fois quelque chose qui est de l'ordre de la description, tu as raison, et en même temps un espèce d'émerveillement du pourquoi moi je suis pas Stendhal, pourquoi est-ce que je suis pas Renoir, pourquoi est-ce que... alors que j'ai les mêmes moyens. Et on retombe sur la question de la nouveauté. Comment est-ce qu'on fait surgir du nouveau à partir du déjà là? Mais
si on prend l'exemple de la littérature, je pense qu'on peut aussi l'amener à la dimension. On peut lire dans cette structure même, et, comme le fait par exemple, moi je pense très bien Marilène Achaoui, et qui justement parce que dans un régime différent, elle arrive à lire dans l'institution de sens, non pas, et surtout dans la dimension politique, non pas quelque chose de contingent, mais de nécessaire, c'est-à-dire quand on fait le geste de l'action politique par excellence, la révolution, ce qu'on apprend à voir contre la tradition aristotélicienne, dit Marilène, chez Merleau-Ponty, c'est que le geste de donner au sens fort, de réinstituer un sens, c'est transformer en nécessaire ce qui était contingent. Et ça, c'est justement le contraire de la façon traditionnelle de penser la vie pratique comme la dimension de la contingence contre la théorie qui c'est celle de tout nécessaire. C'est justement dans les domaines politiques qu'on fait nécessaire ce qui a été contingent. Et dans ce sens-là, on peut dire qu'on amène le nouveau dans ce qui était déjà donné. Parce que les données est toujours tu veux dire que dans ce cas-là, l'institution, ça ne serait pas simplement ce qui détermine les expériences à venir, ce qui est en gros ce qu'il dit dans le cours, mais ce qui, rétrospectivement, réorganise ou remet en forme, à partir de sa sédimentation, ce qu'il y avait déjà. Oui. Et, mais bon, il y a plein de choses pour moi à penser là. Je pense que j'ai beaucoup à apprendre un peu de... Et alors, qu'est-ce que tu vas en faire de tout ça? Bon, mon idée en ce moment, ce que je voudrais faire particulièrement, c'est... Moi, j'ai pris très au sérieux la phrase de Tony Negri dans la je pense que c'est deuxième, troisième édition de Le pouvoir constituant. Et quand il dit... Bon, ces livres, c'est très bien, ce qu'il pense, c'est très important, mais d'une certaine façon, il faut reconnaître que, c'est moi qui l'ai dit, dans ces mots très maladroits, les paradigmes constituants, d'une certaine manière, même dans sa versante constituante et pas constituée, c'est un régime du XXe siècle, qui arrive jusqu'au XXe siècle. Il y a quelque chose de nouveau qui les paradigmes de la Constitution ne peuvent plus penser. Et lui, il parlait bien sûr de régime de constitution dans le sens politique, mais pour moi, ça, c'est une piste à poursuivre, au fond. Parce que c'est ça, d'une certaine manière, il y a quelque chose qui est absolument vrai pour la politique, pour la phénoménologie et même pour les sciences du vivant. Les paradigmes de la Constitution supposent toujours toute une mise en place de concepts qui ne sert plus pour penser notre époque, ni une époque complètement globalisée dont le régime de constitution et surtout constitutionnaliste ne nous permet... Mais tu veux dire que par exemple une approche juridique de la Constitution n'est plus effective parce que on suppose un sujet qui est précisément un sujet individuel, alors qu'on ne va pas appeler une conscience individuelle. Mais non, parce que tout ce monde que ce régime a permis de penser, d'une certaine manière, est en pleine transformation. Donc, ça ne sort même pas comme catégorie pour comprendre. Comme d'une certaine manière, les États-nations n'arrivent plus à comprendre la façon de gérer une mise en place des rapports sociaux, politiques, économiques qui n'arrivent pas à se gérer, au moins pour le moment, à partir de ces catégories qui nous sont déjà un peu dépassées. Donc, comment sortir d'un certain régime qui, du point de vue de notre façon de penser notre vie subjective, ne parle plus à la nouvelle vie subjective. Et que, donc, peut-être vers cette versant de l'institution, peut nous permettre de penser autrement la vie politique ou notre vie commune. Et
à travers les différentes disciplines, les expériences qui mettent en place les différentes disciplines de la théorie politique, d'une part, comme un versant, et d'une autre part, aussi les sciences du vivant. Parce que ces vies subjectives qui s'élargissent au-delà des individus vers la vie commune avec nous, vivants humains, elle aussi est en train de changer énormément dans la façon de penser les concepts qui font la science du vivant d'elle-même. Ce qui veut dire que... Je pense... C'était le point de départ de cette discussion, ce qui veut dire que la fameuse phrase d'opposition entre institutions, enfin, dimension instituante et dimension constituante chez Merleau-Ponty, et donc le refus de quelque chose comme un repli sur une conscience individuelle, ce que tu dis aujourd'hui, c'est il faut aujourd'hui prendre au sérieux cette chose et donc se décrocher de l'idée et de la réalité de la conscience individuelle ou de la figure politique de l'individu, puisque c'est ça aussi dont il s'agit, dans deux directions. L'une serait, tu me dis si j'ai compris, oui. L'une serait, moi, ce que j'appelle une ontologie relationnelle, mais c'est pas moi, c'est Étienne Balibar relisant Marx. Mais par exemple, mais on peut trouver ça dans beaucoup d'analyses philosophiques et juridiques d'ailleurs aujourd'hui, c'est-à-dire toutes les analyses qui travaillent sur la forme de la relation ou du rapport. C'est très central en éthique, c'est très central en philosophie politique, c'est très central en philosophie sociale, c'est très central dans certaines pensées féministes, etc. Donc d'un côté il y a ça, et de l'autre, tu élargirais non pas seulement sur des formes de non individuelles, de relations, de commun, mais dans un nouveau rapport à quoi ? Au vivant, aux formes différentes de vivant ? À la façon dont on pense les vivants, dont on pense les organismes et comment se constituent à partir de certains préjugés théoriques dans l'idée même d'individu. Et certains développements dans la biologie contemporaine, dans le néo-darwinisme contemporain, vont vraiment dans un sens de l'évolution dont le point de départ est toujours la communauté. Et que ce qui se cristallise dans un individu, c'est toujours une certaine symbiose entre plusieurs. C'est-à-dire un effet en réalité de quelque chose qui précède à la fois logiquement et ontologiquement et qui serait de l'ordre de la coopération. Ou de exactement. Et ça, il faut y aller, il faut étudier d'abord et après penser justement quels sont comment ce qui cette branche est en train de développer peut... qu'est-ce que la phénoménologie ou la philosophie de l'institution, peu importe le nom, mais qu'est-ce qu'elle peut voir dans ce type d'expériences qui sont en train d'être décrits pour penser les concepts qui sont à la base. Parce que c'est ça qui nous apprend, pour moi, Merleau-Ponty énormément, c'est que le rôle de la philosophie, c'est quoi ? C'est d'aller dans ce type d'expériences comme celle de la science, comme celle de l'art, comme celle de l'art. Et voir ce qu'ils font et que parfois ils ne sont pas en train de penser elles-mêmes, parce que ce n'est pas son rôle finalement, c'est celui de la philosophie. Donc moi j'ai l'impression qu'ils travaillent avec certains concepts comme celui d'individu, en même temps qu'ils sont en train de se battre pour penser des réalités qui ne relèvent plus de l'idée d'individu. Mais c'est intéressant parce que tout à l'heure tu disais le retravail de cette idée d'historicité dont on a parlé assez longuement implique de repenser la nature, et on voit très bien le mouvement chez Merleau-Ponty. Et finalement, ce que tu proposes, c'est aussi un retravail de la notion d'institution développé dans deux directions. Une direction très directement historico-politique. J'avais pas pensé, mais tu as tout à fait. Mais aussi une réélaboration du rapport à la nature, c'est-à-dire sous la forme d'une réélaboration du rapport qu'on peut... des rapports qu'on peut déterminer dans le vivant. Et ça implique... Et ça implique un truc que moi je trouve fascinant chez Foucault, mais je suis contente que tu le dises à propos de Merleau-Ponty, qui est un peu une révolution copernicienne quand même, et qui est de considérer que ce que nous sommes, alors on peut appeler ça non pas conscience, mais on peut dire sujet ou subjectivité, n'est jamais un élément premier, n'est jamais une condition de possibilité des actions que nous effectuons, des relations que nous tissons, etc. Mais un effet. L'effet d'une relation, ce qui fait que, par exemple, ce que nous sommes est l'effet d'une, toi tu disais symbiose il y a un instant,
d'une mise en relation d'éléments vivants qui nous nous instituent comme tels. Se penser soi-même comme un effet, c'est philosophiquement compliqué, mais c'est passionnant. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est pas donné, mais c'est légèrement. Mais il faut essayer. Il faut essayer quand même. Bon, je te remercie énormément pour toutes ces questions et cet échange passionnant. Tu me donnes beaucoup d'idées. On va continuer. S'il te plaît.